Bonjour, bienvenue dans la série sur la mécanique quantique. Considérons maintenant un métal qui contient bien sûr des électrons libres, qui est porté à une certaine température T et qui peut perdre des électrons, donc émettre des électrons, ce qu'on appelle l'émission thermique. Les électrons restent normalement confinés dans le métal parce qu'ils sont dans un ensemble d'ions, d'atomes, qui forment un potentiel qui retient les électrons, donc ils sont chargés positivement, donc ils attirent les électrons et ils retiennent les électrons dans le métal. Le potentiel moyen de ces atomes est noté moins epsilon A, moins parce qu'il est attractif, et il est appelé affinité du métal pour les électrons. Mais si l'énergie de l'électron est suffisante, plus grande que l'affinité, à ce moment-là, il peut s'échapper. Et bien entendu, plus la température est élevée, plus les électrons peuvent avoir une énergie élevée et donc sortir du métal. Alors, ce qu'on fait, c'est on décrit la densité d'électrons ayant une certaine vitesse, avec des relations que nous avons vues, et on intègre sur les directions X et Y, donc dans le plan du métal, on met la direction Z verticalement, donc on intègre sur toutes les vitesses possibles à l'intérieur du métal, dans le plan horizontal, ce qui donne une certaine densité d'atomes ayant une vitesse Vz verticale. Et à partir de là, on peut en tirer l'expression du courant, de la densité de courant, selon l'axe Z, l'axe vertical. Alors, ce qui nous intéresse, c'est évidemment les électrons qui ont une énergie supérieure à epsilon A. Donc, on intègre sur tous les états ayant une énergie supérieure à cette valeur, et on aboutit au final, après une série de calculs, à une densité J0 qui s'écrit 4pi m E sur h cube fois kt au carré fois exponentielle de moins w sur kt, où w est égal à epsilon a moins epsilon f, est appelée énergie d'extraction de l'électron. Si on compare ce courant à ce qui est observé expérimentalement, on obtient un très bon accord. C'est appelé la loi de Richardson, qui est le premier à l'avoir mis en évidence expérimentalement au départ d'ailleurs. Si on fait la mesure, en particulier avec du tungstène, qui est fréquemment utilisé pour des filaments, car il peut être porté à des très hautes températures sans fondre, sa température de fusion est très élevée, on obtient, en mesurant la courbe expérimentalement, on obtient que l'énergie d'extraction est de 1,24 électronvolts. Notons que, par rapport à la courbe théorique, il y a des écarts, et parce qu'il y a des effets qui doivent être pris en compte, qu'on n'a pas décrit ici. Par exemple, un métal a toujours une fine couche d'oxydation en surface, à cause de l'air. Évidemment, dans certains dispositifs, comme dans des lampes, on utilise des lampes sous vide ou remplies d'un gaz inerte qui évite la formation d'une couche d'oxydation. Mais cette couche d'oxydation se présente fréquemment et on utilise un modèle alors utilisé construit par Fowler
pour décrire ce phénomène. Il y a aussi un phénomène de réflexion quantique. En fait, l'électron se comporte comme une onde, et en traversant l'interface, comme on l'avait vu avec la barrière de potentiel, il peut y avoir une réflexion de l'électron sur la surface, ce qui diminue un peu l'émission des électrons. Alors, supposons que les électrons subissent un potentiel V star inférieur à 0 à l'extérieur. À ce moment-là, l'énergie pour sortir du métal sera epsilon Z est égal à epsilon A moins E V star. N'oublions pas E. Et donc, puisque V a été choisi négatif, ceci est supérieur à epsilon A. Dans ce cas-là, le courant prend la forme J fois J0 exponentielle de EV star sur KT. C'est ce qu'on appelle l'effet Schottky, qui est utilisé dans certains dispositifs électroniques comme les diodes Schottky. En prenant le logarithme de cette expression, on obtient que le logarithme du courant sur le courant en absence de potentiel est égal à 5040 fois V star sur T. Cette relation est très bien vérifiée expérimentalement à condition que le potentiel appliqué, par exemple avec une anode, donc on a un dispositif avec un filament, notre métal est ici, qui est chauffé, par exemple avec un courant, et on a une anode auquel on applique un certain potentiel. Donc à condition que le potentiel appliqué soit égal à V star moins un certain potentiel constant V0. Alors à quoi est-il dû ce potentiel V0? On l'appelle potentiel de contact. Pourquoi? Parce que si vous mettez deux métaux en contact, deux métaux différents, la distribution des électrons sera différente dans les deux métaux, l'énergie de Fermi sera différente pour chaque métal, et donc il va y avoir des électrons qui vont transiter d'un métal à l'autre, créant une charge négative d'un côté et une charge positive avec un certain potentiel qui apparaît V0. Et ceci se produit jusqu'à ce que l'énergie de Fermi dans les deux métaux soit équilibrée. Donc elle ait la même valeur des deux côtés. C'est un peu comme lorsqu'on avait vu avec l'application d'un champ magnétique, on voyait un décalage des énergies en fonction du spin et où les électrons pouvaient avoir un basculement du spin pour équilibrer les niveaux d'énergie. Et bien entendu, dans un tube, les métaux ne sont pas en contact direct, mais vu que des électrons sont émis vers l'anode, ça revient techniquement au même. Le contact se fait par l'échange de ces électrons. Et donc le potentiel V0 est à soustraire V star pour avoir le potentiel à appliquer dans la relation. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas entré dans les détails des calculs un peu trop lourds qui sont ici. Nous avons fait le tour de la statistique de Fermi-Dirac. Et donc maintenant, on va passer vraiment à toute autre chose. Alors, on a vu les comportements quantiques des particules en détail. On a vu les comportements collectifs d'un ensemble de particules qui donnent les comportements statistiques. Et dans cette optique, les atomes sont vus comme des particules en soi. Donc on ne s'occupe pas du détail interne des atomes. On considère que l'énergie est trop faible pour exciter ces atomes.
Mais maintenant, il est temps de passer à ça. Donc, on va s'intéresser à l'atome lui-même, à sa structure, sa description. Et donc, dans la prochaine vidéo, nous attaquerons ce nouveau domaine et nous étudierons la résolution des états de l'atome d'hydrogène à l'aide de l'équation de Schrödinger. Je vous remercie.